Dans les hauteurs des montagnes, un village a subi les attaques incessantes d'un Fenrir de rang S, le contraignant à dépenser jusqu'à ses dernières économies pour engager un groupe de rang S afin de le vaincre. Les membres du Flaming Dragonfang comptent parmi les aventuriers les plus puissants au monde, chacun doté de capacités uniques. Mais Kurt, qui se cache derrière un mur, cherche désespérément à éviter toute blessure. Pourtant, dès que le Fenrir apparaît, il cible Kurt en premier, l'envoyant valdinguer dans les airs. Alors qu'il s'écrase au sol, le reste du groupe se prépare à engager le combat. Golnova, la chef, ordonne à Bandana de maintenir la bête au sol. Elle sort alors son fil métallique et l'enroule autour du Fenrir. Cependant, la force de la créature est écrasante, et elle la projette contre un mur. Heureusement, grâce à la présence d'un guérisseur dans leur groupe, elle est complètement rétablie en quelques secondes et retourne rapidement au combat. Elle s'ancrage alors à un arbre voisin, offrant à Golnova l'occasion rêvée de viser la tête de Fenrir. Il bondit dans les airs et enflamme la bête avec les flammes de sa lame magique. Les villageois sont ravis de la défaite de Fenrir et, malgré leur pauvreté, organisent un festin en l'honneur du groupe. Cependant, Golnova ne supporte pas la nourriture médiocre et exige que Kurt lui prépare un repas convenable à la place. Bandana lui demande quelque chose de spécial, car aujourd'hui est leur dernière chance de profiter de la cuisine de Kurt. Kurt ne comprend pas très bien ce qu'ils essaient de dire, alors il se tourne vers Golnova pour obtenir des éclaircissements, et Golnova lui dit qu'à partir d'aujourd'hui, il est renvoyé. Perplexe, Kurt demande s'il a fait quelque chose de mal, mais Golnova lui explique que le problème ne vient pas de ce qu'il a fait, mais plutôt de ce qu'il n'a pas fait. Kurt s'occupe des tâches ménagères du groupe, mais au-delà de cela, il est inefficace au combat. Et comme un groupe ne peut compter que 4 membres, s'ils veulent devenir plus forts, ils doivent remplacer Kurt par un mage puissant, quelqu'un capable de se défendre au combat. Kurt les supplie de le laisser rester dans le groupe, mais Golnova lui donne un coup de pied dans le ventre, car il en a assez d'entendre Kurt se plaindre. Ils n'ont plus besoin de lui, un point c'est tout. Le lendemain, Kurt quitte le village seul, sans destination précise, et les poches vides. Après un certain temps, il arrive dans la ville de Samaela, avec seulement quelques pièces en poche, et désespérément à la recherche d'un travail. Il aperçoit une agence pour l'emploi, et se dit que cela vaut la peine d'essayer. Il entre, et est accueilli par la réceptionniste. Elle lui demande s'il est là pour embaucher quelqu'un ou pour chercher un emploi. Lorsque Kurt explique qu'il a besoin d'un travail, elle lui dit qu'il doit d'abord passer un entretien et un test d'aptitude. Elle lui demande quelques informations de base, son nom, son âge et sa ville natale. Il répond qu'il s'appelle Kurt Rokand, qu'il a 15 ans et qu'il vient du village de Ast, dans les montagnes Shin. Kirchel est surprise, car elle n'a jamais entendu parler d'un village dans ces montagnes. Mais elle passe à autre chose et lui demande quelle est son expérience professionnelle. Kurt explique qu'il faisait partie du Flaming Dragonfang, mais que son rôle se limitait à des tâches simples et qu'il venait d'être licencié. Kirchel est stupéfaite d'apprendre que Kurt était autrefois membre d'un groupe de rang S, et même si sa contribution était minime, le simple fait d'avoir le nom de ce groupe sur son CV augmentera certainement ses chances de trouver un nouvel emploi. Kurt est soulagé d'entendre cela, et il ne lui reste plus qu'à passer le test d'aptitude afin que Kirchel puisse évaluer ses forces et ses faiblesses. Dans ce monde, les aptitudes sont des dons divins accordés par Dieu, et si Kurt a de la chance, il pourrait découvrir un talent caché aujourd'hui. Ces aptitudes sont classées du rang G au rang triple S, et l'écart entre chaque niveau est énorme. Une personne ayant une compétence au niveau D en maniement de l'épée aura du mal à manier une lame, tandis qu'une personne ayant une compétence au niveau A pourra facilement fendre un rocher en deux. Kurt est impatient de découvrir s'il a un talent caché, mais son enthousiasme s'estompe rapidement lorsqu'il constate que toutes les compétences de combat figurant sur sa fiche sont classées au niveau le plus bas possible, le rang G. Il est clair qu'il ne pourra jamais prétendre à un poste de combattant, ce qui anéantit instantanément ses espoirs. Cependant, Kirchel le rassure en lui disant qu'il pourrait encore exceller dans un métier manuel, comme l'alchimie ou la forge. Il y a juste un problème. Le technicien qui administre ces tests est absent pour le moment. Kurt devra donc revenir la semaine prochaine pour son évaluation. Kurt lui dit qu'il ne tiendra pas aussi longtemps car il n'a pas assez d'argent pour tenir jusqu'à ce moment-là. Il a donc vraiment besoin de trouver un emploi aujourd'hui. Kirchel comprend la situation de Kurt. Elle lui demande donc d'essayer de soulever l'un de ces sacs de sable qui se trouvent là-bas. Kurt tente le coup, et lorsqu'il pose ses mains sur le sac, il ressent une sensation étrange, comme si le sable lui avait fait perdre un peu de son mana. Quoi qu'il en soit, il soulève le sac, et comme il est assez fort pour le faire, Kirchel pense qu'il devrait être capable d'effectuer des travaux de construction. Kirchel explique que le Margravia de Tycone recherche activement des ouvriers pour aider à la reconstruction des remparts de la ville. Grâce à sa lettre de recommandation, Kurt ne devrait avoir aucun mal à obtenir un poste là-bas. Reconnaissant de son aide, Kurt ne perd pas de temps et part immédiatement se présenter au Margravia. Peu après, le directeur lit la lettre de Kurt dans laquelle il demande à travailler là-bas. Mais Kurt n'est pas assez fort physiquement pour effectuer des travaux de construction. Cependant,
Cependant, comme il manque de main-d'œuvre, il décide de donner une chance à Kurt. Il lui demande de mélanger du ciment et de l'utiliser pour réparer le mur, et son salaire dépendra de la quantité de travail accompli. Le directeur dit qu'il reviendra plus tard pour vérifier ses progrès, avertissant Kurt que s'il n'a pas utilisé au moins la moitié d'un baril de ciment dans les 3 prochaines heures, son salaire sera faible. Kurt a envie de poser une question, car le directeur n'a jamais mentionné qu'il fallait infuser du mana dans le ciment pour le rendre plus résistant. Mais il choisit de se taire, pensant que c'est probablement quelque chose que tout le monde est censé savoir. Il est néanmoins surpris que le quota quotidien ne soit que d'un demi-baril de ciment, ce qui lui semble beaucoup trop simple. Kurt décide donc d'utiliser autant de ciment que possible avant le retour du directeur. Lorsque le responsable revient, il est stupéfait de voir que Kurt a déjà terminé toute une partie du mur. Kurt s'excuse, disant qu'il aurait pu en faire plus, mais qu'il a manqué de ciment à mi-chemin. Le responsable a du mal à y croire. Kurt a en fait réparé plus d'un tiers du mur occidental. Curieux, il demande comment Kurt a pu atteindre le sommet. Et Kurt explique avec désinvolture qu'il a simplement jeté le ciment là-haut et utilisé un bâton pour le lisser. Dans des circonstances normales, le responsable aurait accusé Kurt de mentir, car une telle affirmation semble impossible. Mais comme Kurt a clairement réussi à le faire, il est indéniable qu'il dit la vérité. Intrigué, le responsable demande à Kurt combien de temps il compte rester, et lorsque Kurt répond qu'il n'a besoin de ce travail que pour une semaine, le responsable se sent soulagé. Il informe Kurt qu'il en a déjà fait beaucoup pour une journée, et qu'il peut rentrer chez lui. Comme il n'a pas assez de pièces pour payer la totalité, il lui remet une petite bourse et lui promet de lui envoyer le reste par l'intermédiaire de la guilde. Kurt est stupéfait, car même cette petite bourse contient plus d'argent qu'il n'aurait jamais pu gagner pendant son séjour avec le groupe de héros. Au cours des jours suivants, il continue à travailler sans relâche à la réparation du mur, jusqu'à ce que, de manière inattendue, le responsable l'informe qu'il est licencié. Perplexe, Kurt demande la raison de cette décision, et le responsable lui explique que les réparations du mur avaient pour but de fournir du travail aux personnes vivant dans la pauvreté. Mais Kurt est si efficace que s'il continue à travailler, il ne restera plus de travail pour les autres. Il n'a aucune rancune envers Kurt, mais d'après ce qu'il a pu observer, les compétences de Kurt sont facilement de niveau double S, voire triple S, et il pense donc que Kurt serait mieux ailleurs. Il remet à Kurt le reste de son salaire en guise de compensation pour son licenciement soudain, puis s'en va. Cependant, Kurt interprète complètement mal la situation et suppose que le directeur a simplement voulu le licencier parce qu'il était un mauvais travailleur. Il retourne à l'agence et rencontre Kirschell pour lui dire qu'il a été licencié et qu'il faudra encore quelques jours avant que Kurt puisse faire évaluer ses compétences professionnelles. À ce moment-là, ils entendent du bruit à la réception et il semble qu'une fille ait cessé de recruter quelqu'un. Mais la réceptionniste lui dit que personne n'accepterait de travailler dans des conditions aussi mauvaises avec ce qu'elle propose. Malgré cela, la jeune fille continue de faire pression sur la réceptionniste pour qu'elle trouve quelqu'un et elle commence à attirer l'attention avec l'agitation qu'elle provoque, ce qui incite Kirschell à intervenir pour voir ce qui se passe. Sa collègue explique que la jeune fille cherche à embaucher un mineur pour creuser dans une montagne inexplorée, mais qu'elle refuse de verser un acompte, insistant sur le fait qu'elle ne paiera que si l'excavation aboutit. Kirschell reconnaît que personne n'accepterait de telles conditions, alors elle tente de convaincre la jeune fille d'engager des investisseurs pour développer la mine, mais celle-ci répond qu'elle ne peut pas le faire, car si elle ne paie pas les taxes avant la fin de la semaine, ils confisqueront sa mine. À ce moment-là, Kurt s'approche et dit qu'il est finalement prêt à accepter le travail. Dans son village, il aidait autrefois à l'excavation de la mine. Il a donc une expérience respectable. Kirschell se demande si Kurt veut vraiment accepter ce travail, l'avertissant que le contrat proposé par la jeune fille pourrait le laisser sans aucun paiement. Avant que Kurt n'ait le temps de répondre, la jeune fille l'interrompt, admettant qu'elle espérait en réalité recruter un nain musclé plutôt qu'un garçon maigrelet, car elle se sentirait coupable de confier un tel travail à Kurt. Mais n'importe quel nain exigerait au moins 10 pièces d'argent d'avance. Et comme la jeune fille n'a pas autant d'argent, elle accepte à contre-cœur d'embaucher Kurt à la place. Alors que Kurt et la jeune fille s'en vont, Kirschell se sent coupable de l'avoir laissé accepter ce travail, car il ne vaut probablement pas le temps qu'il y consacrera. Honnêtement, elle pense que Kurt ferait mieux de travailler dans un bordel. Alors qu'elle rêve à Kurt, sa collègue attire son attention et lui annonce qu'un virement bancaire vient d'arriver. Il s'agit apparemment du reste de l'argent que le directeur avait promis d'envoyer pour compenser tout le travail effectué par Kurt sur le mur. Kirschell s'attendait à recevoir quelques pièces d'argent, mais il s'agit en fait d'un chèque de 200 pièces d'or, ce qui représente une somme considérable. La révélation que Kurt a gagné autant d'argent la laisse tellement stupéfaite qu'elle trébuche sur les sacs de sable posés au sol. Son amie l'avertit rapidement d'être prudente. Ce ne sont pas des sacs de sable ordinaires, mais des outils spécialisés pour mesurer la capacité de mana. Ils sont conçus pour devenir plus lourds lorsqu'ils sont touchés par quelqu'un qui possède d'importantes réserves de mana. La plupart des gens ordinaires n'ont aucun effet sur eux. C'est pourquoi Kirschell peut en soulever un sans difficulté. Mais elle se souvient alors que Kurt
Kurt avait eu beaucoup de mal à déplacer le même sac quelques jours plus tôt, ce qui l'amène à se demander s'il est vraiment aussi ordinaire qu'il en a l'air. Pendant ce temps, Kurt et Yulichia marchent dans la forêt pour se rendre à son campement. Mais lorsqu'ils y arrivent, Kurt est un peu inquiet car il n'y a qu'une seule tente. Yulichia dit que la tente est assez grande pour qu'ils puissent y dormir tous les deux, mais Kurt répond qu'il ne pourra jamais s'endormir s'il est allongé à côté d'une jolie fille comme elle. Après avoir entendu Kurt la qualifier de mignonne, Yulichia se fâche, pensant qu'il essaie simplement de la flatter, mais Kurt lui dit qu'il la trouve vraiment mignonne. Yulichia se rend compte que Kurt était tout à fait sincère, alors elle lui tend une pomme de terre pour le dîner. Ce n'est rien d'extraordinaire, juste une simple pomme de terre bouillie, mais cela fait si longtemps que personne ne lui a préparé à manger qu'il apprécie vraiment ce geste. Il est également reconnaissant que Yulichia s'assoit pour manger avec lui, d'autant plus que ses anciens compagnons du groupe de héros ne lui permettaient jamais de partager la même pièce qu'eux pendant les repas. Plus tard dans la nuit, Kurt et Yulichia vont se coucher, mais Kurt a du mal à dormir car Yulichia s'est couchée en sous-vêtements. Il ne pourra jamais s'endormir à côté d'elle, alors il décide de quitter la tente pour la nuit et de dormir dehors. Une fois que Kurt a quitté la tente, Yulichia ouvre les yeux, car elle faisait seulement semblant de s'endormir. Elle s'est couchée intentionnellement en sous-vêtements pour voir si Kurt était le genre de personne à l'agresser pendant son sommeil, mais elle sait maintenant qu'il est quelqu'un de bien. Le lendemain, Yulichia sort de la tente et aperçoit Kurt endormi près d'un arbre, ce qui la rend un peu coupable de l'avoir fait dormir dehors. Mais elle remarque alors que sa veste a été réparée. Kurt se réveille peu après, elle lui demande donc si c'est lui qui l'a réparée, et il confirme que c'est bien le cas. Elle est vraiment impressionnée par ses talents de couturier et commence à se demander s'il sera doué pour l'exploitation minière. Mais à ce stade, il est trop tard pour trouver un remplaçant, alors autant se mettre au travail. Kurt demande à Yulichia si elle a déjà choisi un endroit où commencer l'exploitation minière, mais elle avait juste l'intention de creuser au hasard et de prier pour trouver des minerais précieux. Kurt lui dit qu'elle ne trouvera jamais rien en cherchant ainsi, et qu'il connaît justement une méthode beaucoup plus efficace. Il emmène Yulichia dans une partie de la montagne, et après avoir cherché un peu, il trouve un rocher rempli de pierres précieuses. Yulichia est stupéfaite qu'il l'ait découvert avec une telle facilité, mais en quelques minutes, Kurt a réussi à trouver toutes les pierres précieuses de cette partie de la montagne. Elle a du mal à y croire. Si elle vend toutes ces pierres matières précieuses, elle pourra enfin rembourser sa dette. Cependant, Kurt l'informe qu'elle ne peut pas les vendre. Yulichia comprend son point de vue, car c'est Kurt qui les a toutes trouvées, ce qui signifie qu'il a droit aux bénéfices. Mais ce n'était pas son intention. Il voulait simplement dire que les pierres précieuses auraient beaucoup plus de valeur s'il les transformait d'abord en cristaux magiques. Kurt a raison, mais Yulichia répond qu'il n'y a que 10 mages dans tout le royaume qui sont assez habiles pour transformer des pierres précieuses en cristaux magiques. Mais pendant qu'elle dit tout cela, Kurt vient de finir de transformer une pierre précieuse en cristal magique. Yulichia est trop stupéfaite pour parler, car non seulement Kurt a créé un cristal magique, mais il l'a fait instantanément, alors que même les mages les plus expérimentés mettent au moins 1 heure pour créer un seul cristal magique. Une fois que Kurt a fini de transformer toutes les gemmes en cristaux, il accepte de laisser Yulichia les emporter pour les vendre. Elle part donc tandis qu'il reste dans la montagne pour s'occuper de quelques tâches qu'il souhaite encore accomplir. Yulichia se rend à l'agence des douanes de la ville et les informe qu'elle a l'intention de vendre des cristaux magiques dans la capitale royale. Cependant, comme les cristaux magiques ont une valeur inestimable, le chevalier de service lui demande où elle les a obtenus. Ne souhaitant pas révéler de détails, elle se contente de montrer l'emblème de la famille royale, mettant ainsi fin à ses questions. C'est en quelque sorte un bluff, étant donné qu'elle a cessé de travailler pour la famille royale il y a quelque temps, et qu'ils ont simplement oublié de lui retirer son emblème. Mais cela fonctionne néanmoins. L'agent des douanes la laisse utiliser le cercle de téléportation pour se rendre à la capitale. Une fois arrivée, elle se rend à la boutique d'une vieille amie et dit à Mimiko qu'elle a des gemmes magiques qu'elle souhaite vendre. Mimiko jette un coup d'œil aux cristaux, qui ne semblent pas particulièrement précieux à première vue. Mais après les avoir examinés plus attentivement, elle se rend compte qu'ils contiennent 10 fois plus de mana que la normale, ce qui fait que chaque cristal vaut 10 pièces d'or. Yulichia reste sans voix, d'autant plus que Kurt lui en a remis 50. Sans faire d'histoire, Mimiko lui tend nonchalamment une bourse contenant 500 pièces d'or. Cependant, avant que Yulichia ne parte, Mimiko lui impose 2 conditions importantes. Tout d'abord, elle insiste pour que Yulichia accepte de vendre ses cristaux exclusivement dans sa boutique. Après tout, laisser ces cristaux puissants se répandre librement sans surveillance pourrait mener à une catastrophe. Ensuite, elle exige de connaître l'identité de la personne qui a fabriqué ces cristaux. Yulichia accepte la première condition, mais explique qu'elle ne peut pas révéler le nom du créateur des cristaux à Mimiko sans avoir obtenu son autorisation au préalable. Comme Mimiko est la magicienne de la cour royale, elle tente d'user de son autorité pour exiger que Yulichia lui communique les coordonnées du mystérieux magicien. Mais Yulichia ne travaille plus pour la couronne, ce qui signifie qu'elle n'est pas tenue de suivre les ordres de Mimiko. Mimiko comprend rapidement que Yulichia ne révélera pas les détails concernant Kurt,
Alors elle se contente de demander une chose, que Yulichia s'assure qu'il ne parte pas pour un autre pays. De plus, elle a une offre à lui faire. Si Kurt accepte de travailler pour la famille royale, Mimiko est prête à lui accorder le titre de comte, ainsi que des privilèges illimités pour utiliser le laboratoire de recherche royal et profiter de tous ses avantages. Yulichia quitte alors la boutique de Mimiko, et le lendemain matin, elle retourne dans la montagne pour retrouver Kurt. Cependant, elle est stupéfaite de découvrir que Kurt a réussi à construire une maison entière en une seule nuit. Cela mis à part, Yulichia mentionne qu'un de ses amis souhaite engager Kurt comme mage royal. S'il accepte ce poste, il se verra accorder le statut de noble, ce qui lui garantira un salaire généreux ainsi que divers avantages. Malgré cela, Kurt a du mal à accepter qu'une opportunité aussi prestigieuse lui soit offerte, même si Yulichia insiste sur le fait que cette offre est tout à fait réelle. Elle le presse de prendre une décision, mais Kurt répond qu'il a l'intention de refuser. Yulichia est choquée par sa réponse, car la plupart des gens saisiraient avec empressement l'occasion de devenir mage royal. Cependant, Kurt ne se sent pas digne d'une position qui l'élève au-dessus des autres, et il rêve toujours de retrouver son ancien rôle de garçon de course du dragon de feu, même si cela signifie les supplier de le reprendre. En parlant des dragons de feu, ils sont actuellement en train de se faire complètement détruire par un monstre arboricole. Pour une raison quelconque, Golnova ne peut pas utiliser sa magie du feu, alors il se tourne vers Marlefis, la suppliant de le soigner. Elle essaie de le faire depuis un certain temps déjà, mais sa magie de guérison ne fonctionne tout simplement pas comme d'habitude. Frustrée, Golnova demande à la nouvelle recrue de lancer un sort de feu pour s'occuper de l'arbre, mais le nouveau ne sait même pas comment utiliser la magie du feu. De plus, c'était toujours le travail de Golnova au départ. Sans Kurt pour assurer le bon déroulement des opérations, le travail d'équipe du groupe s'est complètement effondré, et Bandana est la seule à sembler remarquer à quel point ils sont en train de se désagréger. De retour auprès de Kurt, celui-ci continue d'aider Yulichia à extraire des gemmes, et mentionne qu'il a trouvé une belle gemme hier, ce qui lui permettra d'en obtenir beaucoup plus pour elle. Yulichia apprécie son enthousiasme, mais elle s'inquiète un peu que Kurt soit épuisé après tout le travail qu'il a accompli la veille. Il lui dit toutefois de ne pas s'inquiéter, car il a réussi à dormir 6 heures la nuit dernière. Yulichia est surprise par cette réponse et commence à faire rapidement le calcul dans sa tête, essayant de comprendre comment Kurt a pu construire une maison entière tout en dormant 6 heures. Mais Kurt interprète mal sa réaction, pensant qu'elle est contrariée qu'il ait dormi trop longtemps. Alors il s'excuse et promet de travailler plus dur pour compenser sa paresse. À un moment donné, Yulichia doit vraiment expliquer à Kurt son incroyable force, mais elle ne sait pas comment aborder le sujet. Ils décident donc de continuer à creuser. Kurt emmène Yulichia dans la zone qu'il a découverte. Bien qu'elle semble être une partie normale de la forêt, il lui dit qu'elle devrait pouvoir y trouver des pierres précieuses de qualité. Il la prévient toutefois de ne pas creuser à plus de 50 mètres de profondeur. Alors qu'il s'éloigne, Yulichia lui demande où il va, et Kurt lui répond qu'il se rend à un autre site d'exploitation minière et qu'ils se retrouveront plus tard. Le soir venu, après une journée entière passée à creuser, Yulichia trouve enfin de l'or, ou plutôt une énorme gemme de topaze. Elle avait déjà déposé toutes les pièces d'or gagnées grâce aux pierres précieuses magiques sur le compte de Kurt, car c'était lui qui les avait trouvées à l'origine. Mais comme elle a découvert celle-ci toute seule, elle prévoit d'utiliser les bénéfices pour payer ses impôts. Elle se dit qu'elle pourrait probablement persuader Kurt de transformer la pierre en une pierre magique pour gagner encore plus d'argent, mais elle décide finalement de ne pas le faire, car elle ne veut pas abuser de la générosité de Kurt en le poussant à en faire plus. Pensant à Kurt, Yulichia décide d'aller voir où il en est, et compte tenu de ce qu'elle a vu de lui auparavant, elle s'attendait à ce qu'il en fasse trop, mais même elle n'était pas préparée à ce qu'il ait construit tout un réseau de tunnels en seulement 8 heures. Finalement, Kurt émerge et lui dit qu'il n'a réussi à trouver qu'une petite quantité de la gemme spécifique qu'il recherchait. Le reste des gemmes qu'il a déterrées n'était qu'un tas de pierres sans valeur, qu'il prévoit de jeter une fois qu'il aura terminé. Curieuse, Yulichia examine de plus près les pierres du chariot et quelque chose attire son attention. Elles semblent beaucoup trop polies pour être de simples gravats. Elle demande à Kurt ce que c'est. Kurt lui explique avec désinvolture qu'il s'agit en fait de minerais de mithril, mais que dans son village, le mithril était si abondant dans les mines que les gens le jetaient généralement dès qu'ils en trouvaient. Yulichia est complètement abasourdie, partagée entre l'incrédulité et une curiosité brûlante quant au genre d'endroit où Kurt a grandi. Ayant du mal à comprendre, elle lui demande quelle gemme il cherchait s'il traitait le mithril comme des déchets ordinaires. Kurt sort une petite pierre et révèle qu'il cherchait de l'orichalque, mais qu'il n'avait réussi à en rassembler que suffisamment pour remplir une petite boîte. L'orichalque, souvent appelé le métal des dieux, est si précieux qu'un seul gramme vaut des millions, et pourtant Kurt a réussi à en rassembler une boîte entière.
Yulichia n'avait aucune idée qu'on pouvait trouver de l'orichalque dans des endroits comme celui-ci, mais Kurt lui explique qu'on peut en extraire partout. Il suffit de creuser à 7 km de profondeur pour y accéder. Yulichia décide qu'elle en a assez de l'exploitation minière pour aujourd'hui et comme la topaze qu'elle a trouvée lui permettra de payer ses impôts, son contrat avec Kurt est terminé. Cela signifie que Kurt doit se mettre à la recherche d'un autre emploi, car personne ne lui a encore parlé de la montagne d'or qui se trouve sur son compte bancaire. Alors que Kurt se rend à l'agence, il tombe sur Bandana, et bien qu'il soit heureux de la voir, il lui demande immédiatement ce qu'elle fait là. Bandana lui fait savoir qu'elle ne fait plus partie du Flaming Dragon, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après leur mission désastreuse, Golnova a décidé de se rendre dans un restaurant 5 étoiles, dans l'espoir de déguster un repas décent, mais après s'être habitué à la cuisine de Kurt, tout ce qui figurait au menu lui semblait immangeable. Furieux, Golnova finit par saccager l'endroit et part sans payer. Alors qu'il s'engage dans une ruelle, il rencontre Bandana qui lui dit qu'il est allé trop loin en détruisant ce restaurant. Cependant, tout ce qui intéresse Golnova, c'est de manger de la bonne nourriture. Alors il ordonne à Bandana d'aller trouver Kurt et de le forcer à revenir, même si cela signifie lui casser les os pour y parvenir. Golnova est clairement en train de perdre la tête. Alors Bandana ne discute pas avec lui, elle lui arrache simplement son cristal de téléportation et s'enfuit de la ruelle. En partant, elle remarque que les gardes de la ville se dirigent vers l'endroit où se trouve Golnova, et sans son cristal de téléportation, il ne fait aucun doute qu'il sera arrêté pour ce qui s'est passé au restaurant. De plus, Marlefils a été convoqué par l'église, ce qui signifie que le groupe Flaming Dragon est officiellement dissous. Bien qu'elle omette la plupart des détails concernant la perte de contrôle de Golnova, Kurt est bouleversé d'apprendre que Flaming Dragon s'est dissous, car cela signifie qu'il ne pourra plus le rejoindre. Mais Bandana ne comprend pas pourquoi il voudrait revenir. Kurt explique qu'il doit beaucoup à Golnova, et comme il ignore encore complètement à quel point Golnova était en réalité un salaud, il est sincèrement bouleversé de ne plus avoir la chance de travailler avec lui. Bandana, cependant, ne s'est jamais vraiment soucié de Golnova. Pour elle, il n'était qu'un élément de la couverture qui lui permettait de continuer à surveiller Kurt. Quoi qu'il en soit, comme Kurt se rendait déjà à l'agence, Bandana en déduit qu'il est à la recherche d'un emploi. Et si c'est le cas, elle a exactement ce qu'il lui faut. Une de ses amies a récemment besoin d'un coup de main dans son atelier, et cela devrait être un emploi assez stable. D'autant plus que cette amie est maître d'atelier. Il n'y a que 15 maîtres d'atelier dans le monde, et ils sont tous extrêmement importants, leur influence étant comparable à celle d'un vicomte. Bandana demande à Kurt s'il veut accepter le poste, et il répond qu'il serait ravi. Alors elle lui donne une carte, et l'envoie en chemin. Kurt arrive finalement à l'atelier du maître d'atelier, mais il est un peu perplexe. L'endroit lui semble être une maison ordinaire. Il frappe à la porte, et une petite elfe vient lui ouvrir. Kurt est d'abord surpris, car il ne s'attendait pas à ce que le maître de l'atelier soit une si jeune fille. Mais Michel lui explique rapidement qu'elle est en fait l'assistante du maître. Kurt lui explique alors qu'il est là pour le travail, et Michel se réjouit à cette nouvelle, car elle a vraiment besoin de toute l'aide possible. Elle emmène Kurt dans la cuisine, et dès qu'il y entre, il est frappé par l'odeur nauséabonde qui flotte dans l'air. Michel s'excuse pour le désordre, expliquant que le maître l'a tellement occupée qu'elle n'a pas eu le temps de nettoyer correctement. À ce moment-là, le maître appelle Michel, qui s'empresse de partir, demandant à Kurt de l'aider à ranger la cuisine. Kurt se sent un peu déçu, car il espérait aider directement le maître de l'atelier, mais le nettoyage est une tâche assez facile pour lui. Alors il retrousse ses manches et s'y met. 30 minutes plus tard, Kurt a nettoyé toute la cuisine, et Michel ne lui a pas vraiment dit ce qu'il devait faire ensuite, alors il commence à errer dans les couloirs à sa recherche. Il trouve une porte dans l'un des couloirs, frappe, et une fille à l'intérieur lui dit d'entrer. Cependant, lorsque Kurt entre, il voit que la fille est poilassée et c'est pratiquement nue. Il est troublé et s'excuse de l'avoir dérangée, mais elle ne semble pas gênée que Kurt la voie ainsi. Kurt mentionne qu'il cherche Michel, et la jeune fille lui répond que Michel est en bas, dans le sous-sol. Alors que Kurt s'apprête à partir à sa recherche, il aperçoit une marque sombre sur l'abdomen de la jeune fille. Reconnaissant qu'il s'agit d'une malédiction, il lui demande s'il peut l'examiner de plus près. La jeune fille accepte, et Kurt s'approche d'elle et commence à inspecter la zone maudite avec ses mains. Les malédictions de ce type endommagent généralement les organes internes situés près de la zone touchée, ce qui rendrait l'alimentation extrêmement difficile. Cependant, il s'avère que son estomac est toujours intact, alors Kurt lui propose de lui préparer à manger. Pendant ce temps, Yulichia rencontre Mimiko pour discuter du mithril et de l'orichalque découvert par Kurt. Cette fois-ci, Kurt ne les a même pas transformés en cristaux magiques, mais leur valeur dépasse tout de même 50 000 pièces d'or, ce qui commence à inquiéter Yulichia. Elle interroge Mimiko sur ce qui pourrait arriver si d'autres personnes apprenaient de l'existence du pouvoir de Kurt. Dans le meilleur des cas, il pourrait être enlevé et réduit en esclavage. Dans le pire des cas, il pourrait être tué pour représenter un danger trop grand. Mimiko demande à Yulichia ce qu'elle compte faire de Kurt. Jusqu'à présent, Yulichia a envisagé de lui permettre de devenir maître d'atelier. Ainsi, il acquérait suffisamment d'influence pour que personne ne puisse facilement l'exploiter. Elle a ensuite l'intention de devenir sa garde du corps personnelle.
Cependant, convaincre Kurt d'accepter tout cela ne sera pas facile. Il n'a pas conscience de son véritable talent et, pire encore, il sous-estime constamment sa propre valeur. C'est pourquoi Yulichia sait qu'elle doit agir avant que Kurt ne se retrouve dans une situation grave. Pendant ce temps, Kurt vient de terminer de préparer du porridge pour la jeune fille qu'il a rencontrée plus tôt lorsque, sortie de nulle part, Michel et la maître de l'atelier, Ophélia, émergeant du sous-sol. Toutes deux sont surprises de voir que la cuisine n'est plus en désordre, et encore plus étonnées que Kurt ait réussi à la nettoyer aussi rapidement. En apercevant le porridge, Ophélia fait une remarque, ce qui incite Kurt à expliquer que la fille qu'il a trouvée dans l'une des chambres lui a dit qu'elle avait faim. Ophélia semble un peu inquiète que Kurt ait rencontré cette fille, alors elle lui fait promettre de ne parler d'elle à personne. Kurt promet. Alors Ophélia lui dit qu'il peut rentrer chez lui pour la journée, et lui tend 3 pièces d'argent. Kurt est surpris qu'elle le paie autant pour avoir simplement nettoyé la cuisine, mais elle lui dit qu'il le mérite pour avoir travaillé si dur, et lui demande de revenir demain. Peu après, Ophélia se rend dans la chambre de la jeune fille, apportant la bouillie que Kurt lui a préparée, et elle rappelle à Lise qu'elle ne doit pas être vue par les autres. Cela dit, Kurt ne semble pas dangereux, alors Ophélia doute qu'il y ait un risque qu'il révèle le secret. Remarquant que Lise n'a toujours pas touché à son repas, Ophélia lui demande d'attendre pendant qu'elle vérifie que le porridge ne contient pas de poison. Mais Lise insiste pour dire que ce n'est pas nécessaire. Elle n'a parlé que brièvement à Kurt, mais son instinct lui dit qu'il est digne de confiance. Et de toute façon, l'empoisonner maintenant serait inutile. La malédiction est déjà trop profondément ancrée. Elle a passé toute sa vie à douter de tout le monde autour d'elle, alors cette fois-ci, elle veut simplement croire en quelqu'un sans hésitation. Ophélia cède et la laisse manger le porridge. Mais dès que Lise prend sa première cuillerée, elle se met soudainement à transpirer abondamment et s'effondre sur le sol. Convaincue que Kurt a dû empoisonner le repas malgré tout, Ophélia se prépare immédiatement à chercher un antidote, jusqu'à ce que Lise se redresse brusquement, déclarant qu'elle va parfaitement bien. En fait, elle va même mieux que jamais, car la malédiction a été levée. Ophélia a du mal à comprendre ce qui vient de se passer, car briser une malédiction d'une telle ampleur ne devrait pas être aussi simple, mais il est indéniable que celle-ci a été brisée par un simple repas préparé par Kurt. Pendant ce temps, à ce même instant, l'organisation secrète responsable de la malédiction jetée sur Lise se réunit en session d'urgence. Elle avait l'intention d'éliminer Lise à distance à l'aide de la malédiction, mais maintenant que ce plan a échoué, elle se rend compte qu'elle devra recourir à des méthodes plus extrêmes. Cette nuit-là, Ophélia et Lise se rendent à la boutique de Mimiko pour régler des questions urgentes. Lorsque Lise retire sa capuche, Mimiko et Yulichia l'identifient immédiatement comme la 3e princesse du royaume. Ophélia explique alors qu'une puissante malédiction a été jetée sur Lise dans le cadre d'une tentative d'assassinat. Elles ne savent toujours pas exactement qui en est responsable. En tant que fille unique du roi et de la princesse Françoise de l'Empire Gurumaku, l'existence même de Lise sert de traité de paix vivant entre les nations. Il est clair que quelqu'un veut déclencher une guerre. Mimiko est soulagée de voir que Lise est saine et sauve, même si elle est stupéfaite que la princesse ait pu briser seule une malédiction aussi mortelle. Mais Lise précise rapidement qu'elle ne l'a pas brisée elle-même. La malédiction a en fait été levée par un homme appelé Kurt. Dès que Mimiko et Yulichia entendent son nom, elles paniquent immédiatement. Yulichia a encore du mal à comprendre comment un simple bol de porridge a pu briser le sort qui tourmentait Lise depuis tant d'années. Elle sait désormais que Kurt est capable d'exploits incroyables, mais elle ne l'a laissé sans surveillance que pendant une demi-journée, et pourtant, il a fini par sauver la princesse. Bien qu'ils aient l'intention de récompenser Kurt pour son aide, Mimiko estime que leur priorité absolue devrait être de trouver celui qui a jeté le sort au départ. Après tout, la chambre de Lise est normalement protégée par des enchantements anti-malédiction, ce qui signifie que quelqu'un a dû les perturber avant qu'elle ne soit maudite. Seules 3 personnes dans le royaume avaient accès à la chambre de Lise à ce moment-là. Sonova Ristkatz, le premier général de la force expéditionnaire royale, Tristan Meinolf, l'évêque de l'église de Polan, et Isadora, la 3e reine du royaume. Mais ils ne peuvent pas se permettre de lancer des accusations sans fondement, ils auront besoin de preuves solides avant d'agir. Ophélia propose de tendre un piège pour démasquer le coupable, et elle a déjà un plan idéal en tête. Comme Lise vient d'avoir 15 ans, la tradition royale veut qu'elle quitte la maison et suive une année de formation. Les responsables de la tentative d'assassinat vont sans doute passer à l'action à nouveau, alors Ophélia a l'intention de créer un maître d'atelier et de prétendre que Lise a été envoyée là-bas pour sa formation. Les assassins tenteront probablement de recueillir des informations sur le maître de l'atelier afin de préparer leur prochaine attaque, et lorsqu'ils le feront, ils tomberont directement dans le piège d'Ophélia. Cependant, ils auront besoin d'une personne aux références impressionnantes pour jouer le rôle du faux maître de l'atelier, et Yulichia sait déjà exactement qui devrait occuper ce rôle. Elle présente à Ophélia l'un des cristaux magiques fabriqués par Kurt, et dès qu'Ophélia le voit, elle est convaincue qu'il s'agit du cristal de la meilleure qualité qu'elle ait jamais vu. Quant à Kurt, il retourne le lendemain chez Ophélia pour travailler,
mais trouve un mot sur sa porte indiquant qu'elle n'est pas là. C'est alors qu'il tombe sur Michel, à qui il demande ce qui se passe. Michel lui explique qu'Ophélia est partie précipitamment la veille, qu'elle est sortie avec Lise et qu'elles ne sont toujours pas revenues. Malheureusement, cela signifie que Kurt n'a pas de travail aujourd'hui. Il s'éloigne donc, découragé, et se rend à la guilde pour manger un morceau. Pendant qu'il mange, il surprend la conversation d'un groupe assis à la table voisine. Ils sont paniqués parce que leur porteur est tombé malade et que sans lui, ils ne pourront pas mener à bien leur prochaine mission. Ils n'ont pas le temps de publier une annonce pour trouver un remplaçant, ils n'ont donc pas d'autre choix que d'annuler complètement la mission. Kurt réfléchit un instant et se dit qu'il est capable d'assumer le rôle de porteur. Il se dirige donc vers leur table et se présente. Il explique qu'il a entendu leur discussion par hasard et que même s'il n'est pas doué pour le combat, il est sûr de pouvoir être un atout précieux pour leur équipe en travaillant comme porteur. Sina se moque de l'idée que Kurt se joigne à eux en tant que porteur, insistant sur le fait qu'un garçon maigre comme lui ne pourrait jamais accomplir un travail aussi exigeant. Kans lui donne une tape sur la tête et s'excuse auprès de Kurt pour son attitude grossière, mais même lui doute que Kurt soit fait pour ce travail. Être porteur est physiquement épuisant, d'autant plus que leur équipe cible des golems pesant plus de 200 kilos. Cependant, Kurt affirme avec confiance que porter 200 kilos ne lui pose aucun problème. Pour prouver son point de vue, il soulève Danzo et Khan sur le champ, donnant l'impression que cela ne lui demande aucun effort, même si Khan porte une armure de plus de 150 kilos. Avec cette démonstration, Kurt montre clairement qu'il est plus que capable, et le groupe accepte de l'engager comme porteur. Pendant qu'ils se rendent sur le lieu de la mission, ils prennent tous le temps de se présenter correctement à Kurt. Khan, c'est le guerrier lourd de l'équipe, mais bien qu'il possède une épée, il préfère généralement se battre à main nue. Danzo, quant à lui, est un samouraï, et Sina est la rôdeuse du groupe. Il y a en fait un autre membre, mais il est actuellement malade, victime d'un vilain rhume, et c'est précisément pour cette raison qu'ils ont dû recruter Kurt comme remplaçant temporaire. Ils lui expriment leur gratitude pour son aide, ce à quoi Kurt répond en les remerciant d'avoir donné cette opportunité à un moins que rien comme lui. Le groupe est perplexe, car une personne vraiment incompétente ne pourrait certainement pas soulever 350 kilos aussi facilement que s'il s'agissait d'étirements avant une séance d'exercice, mais ils supposent simplement que Kurt plaisante. Alors que l'équipe continue d'avancer, ils entendent un cri, et Kurt est attaqué. Les autres se retournent immédiatement pour l'aider, mais ils sont un peu perplexes lorsqu'ils réalisent qu'il a des difficultés avec une boue. Kurt est clairement paniqué. Alors Sina lui dit de se détendre, lui expliquant qu'il suffit de détruire le cœur de la boue pour la vaincre. Kurt essaie de suivre ses conseils, mais lorsqu'il tente de poignarder le cœur, son couteau ne parvient pas à le transpercer, et d'une manière ou d'une autre, il finit par se poignarder lui-même. Il est évident que Kurt ne pourra pas s'en sortir seul, alors Sina intervient et achève la boue à sa place. Elle est tout de même étonnée de voir à quel point Kurt est mauvais au combat. Il avait bien dit que ses compétences au combat étaient là pratiquement inexistantes, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'elles soient aussi médiocres. Kurt s'excuse d'être si inutile, mais les autres le rassurent en lui disant que ce n'est pas grave, que son rôle de porteur consiste simplement à transporter le butin de la quête, et qu'il peut donc leur laisser le combat. Kurt a du mal à croire ce qu'il entend. Il vient de se planter royalement, mais personne ne lui en veut. C'est tout le contraire de la façon dont il a été traité à Flaming Dragonfang, et il est reconnaissant d'avoir trouvé des coéquipiers aussi gentils. Ils atteignent enfin la grotte, mais il fait assez sombre à l'intérieur. Alors Sina décide de répandre de la mousse luminescente pour éclairer les lieux. Une fois la grotte illuminée, Kurt aperçoit des excréments sur un rocher et demande à Sina s'il doit s'en inquiéter. Khan s'explique que ces excréments appartiennent à un gobelin et que, à en juger par leur fraîcheur, il y a probablement un nid de gobelins à proximité dans cette grotte. Kurt commence à paniquer un peu, pensant que s'il n'arrive même pas à vaincre un slime, il n'aura aucune chance de battre un gobelin. Mais Kans le rassure en lui disant qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, le reste de l'équipe pouvant facilement venir à bout de quelques gobelins. Cela dit, s'ils tombent sur une horde entière de gobelins, ils seront en grande difficulté, il est donc absolument crucial d'éviter ce scénario. C'est dans cet esprit qu'ils poursuivent leur chemin et s'enfoncent plus profondément dans la grotte. Finalement, ils atteignent des ruines, et, alors qu'ils marchent, Kurt remarque quelque chose d'étrange sur l'un des murs. Au même moment, Sina aperçoit un gobelin et se précipite pour l'éliminer, mais elle arrive un peu trop tard. Le gobelin a déjà appelé des renforts, et ils peuvent maintenant entendre une horde massive de gobelins approcher de l'avant et de l'arrière. Les rapports ne mentionnaient pas qu'il y aurait autant de gobelins ici, et maintenant, ils n'ont nulle part où fuir. Sina se tourne donc vers Danzo pour lui demander s'il a un plan, mais vu la situation, la seule chose qu'ils peuvent donc faire est de se préparer à une mort brutale. Kurt prend la parole et annonce à tout le monde qu'il a trouvé un passage secret dans le mur, ce qui est une excellente nouvelle, mais même avec ce passage, ils ne pourront pas distancer les gobelins. Ils ont donc besoin d'une diversion. Danzo et Kans échangent un regard avec Sina, qui
qui comprend immédiatement ce qu'ils attendent d'elle. Elle guide donc Kurt dans la chambre secrète et referme la porte derrière eux. Perplexe, Kurt lui demande pourquoi elle fait cela alors que Danzo et Kans restent dehors, mais c'était leur plan depuis le début. Kans explique à travers la porte que si tout le groupe s'enfuyait ensemble, les gobelins les poursuivraient tous. Lui et Danzo serviront donc d'appât, éloignant les créatures pour permettre à Kurt et Sina de se mettre en sécurité. Kurt ne veut pas les abandonner, mais Sina lui dit qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière. Elle ne veut pas non plus abandonner ses coéquipiers, mais Kurt n'a aucune capacité de combat et les compétences de combat de Sina sont au mieux moyennes. Il ne ferait donc que les ralentir tous les deux. De plus, elle dit qu'elle est sûre que Danzo et Kans trouveront un moyen de survivre d'une manière ou d'une autre. Ils savaient pertinemment qu'ils ne s'en sortiraient pas vivants. Malgré tout, ils n'avaient aucun regret quant à leur choix, car se sacrifier pour sauver ses camarades est le plus grand honneur qu'un guerrier puisse atteindre. Pendant ce temps, Sina dit à Kurt qu'ils doivent continuer à avancer. Elle disperse de la mousse luminescente pour éclairer les environs et chercher une issue. Mais elle se fige de terreur lorsqu'elle réalise qu'il ne s'agit pas simplement d'une chambre cachée. C'est une arène de boss. Et maintenant, enfermée avec eux, se dresse la silhouette imposante d'un golem dragon de fer. Pendant ce temps, en ville, Liz veut revoir Kurt. Alors elle demande à Yulichia de l'emmener à son auberge. Après avoir crocheté la serrure, Yulichia et Liz entrent dans la chambre de Kurt. Mais à leur grande surprise, il n'est pas là. Soudain, elles entendent une voix leur dire que si elles cherchent Kurt, il est parti en mission dans les grottes du Nord-Est. Yulichia n'a aucune idée de qui parle, alors elle se précipite hors de la pièce pour confronter cette personne. Cependant, lorsqu'elle arrive dehors, Bandana a disparu. Elle est confuse par ce qui vient de se passer, mais Kurt est bel et bien dans les grottes du Nord-Est, et il pourrait être en danger. D'après ce que sait Yulichia, un programme d'entraînement à la chasse aux gobelins a récemment été organisé près de ces grottes. Il est donc possible que certains des gobelins survivants aient fini par y établir leur nid. Yulichia dit à Liz de rester sur place car elle part aider Kurt, mais Liz insiste pour l'accompagner. Yulichia ne pense pas que ce soit une bonne idée, car emmener une princesse dans une grotte infestée de monstres n'est pas vraiment le plan le plus sûr. Cependant, Liz pratique la magie depuis son enfance. Elle est donc confiante en sa capacité à se défendre. De plus, comme Yulichia est techniquement chargée de la protéger, il serait en fait irresponsable de la laisser seule. Yulichia finit par accepter d'emmener Liz avec elle, et toutes deux se rendent dans la grotte. La mousse fraîche qui brille sur les murs leur indique que quelqu'un est passé par là récemment. Liz jette un sort d'amélioration des sens sur elle-même, et Yulichia pense qu'elle va essayer d'écouter pour détecter des signes de Kurt, mais Liz se met à quatre pattes et commence à renifler pour le trouver. Elle n'avait passé que quelques minutes avec lui, mais cela lui avait suffi pour mémoriser son odeur. Après avoir reniflé un peu plus, elle parvient à trouver la trace de Kurt. Au même moment, elle entend des bruits de combat provenant d'un couloir voisin, alors elle alerte rapidement Yulichia et lui donne un bonus de statistiques pour l'aider à intervenir. Danzo et Kans ont résisté aux gobelins pendant un certain temps, mais au rythme où vont les choses, ils ne pourront pas tenir beaucoup plus longtemps. Heureusement, juste avant que l'un d'eux ne soit gravement blessé, Yulichia se précipite et élimine tous les gobelins d'un seul coup. Pendant ce temps, dans la pièce secrète, Sina tombe à genoux, vaincue, car elle n'a aucun moyen de combattre un golem dragon de fer. Elle s'excuse auprès de Kurt de l'avoir entraîné dans ce pétrin, car ils vont maintenant tous les deux mourir ici. Mais Kurt lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car il a déjà affronté des tonnes de ces créatures auparavant. Il commence à s'approcher du dragon, et juste avant de frapper, il bondit dans les airs et atterrit directement sur sa queue. D'un coup rapide de sa dague, Kurt tranche la queue entière. Il fait de même avec chacune des pattes du dragon, et Sina a du mal à croire ce qu'elle voit. C'est le même garçon qui n'arrivait même pas à vaincre un slime, et pourtant, il terrasse un dragon comme si de rien n'était. À ce stade, elle est honnêtement un peu effrayée, mais Kurt ne comprend pas pourquoi. Après tout, combattre des golems est une chose tout à fait normale pour lui. À ce moment-là, Yulichia se précipite dans la pièce secrète pour voir si Kurt va bien, et elle le trouve debout devant un tas de morceaux de golem dragon. Kurt est heureux de la voir et lui demande de sauver ses amis, car Danzo et Kans sont peut-être encore en danger, mais Yulichia lui dit qu'elle les a déjà sauvés, et que, même s'ils sont un peu blessés, ils vont s'en sortir. Maintenant que tout le monde est en sécurité, ils se regroupent dans la pièce pour discuter. La première chose que font Kans et Danzo est de remercier Yulichia de leur avoir sauvé la vie, admettant qu'ils n'auraient pas survécu sans elle. Mais Yulichia leur dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter pour cela. Ce qui importe vraiment, c'est qu'elle a quelque chose à partager avec Kurt. Alors qu'il prend quelques morceaux du dragon, elle lui annonce qu'elle prévoit d'ouvrir un nouvel atelier. Elle l'invite à se joindre à elle, mais Kurt hésite.
ne sachant pas s'il peut s'engager puisqu'il fait déjà partie de leur groupe actuel. Kans lui dit de ne pas s'inquiéter pour leur groupe. La proposition de Yulichia est trop intéressante pour être refusée, alors il encourage Kurt à saisir cette opportunité. Comme Kans et les autres Cediarville sont d'accord, Kurt finit par accepter l'offre. Yulichia ajoute qu'elle cherche à recruter quelques aventuriers pour garder la boutique atelier et demande si Kans et son groupe seraient intéressés par ce travail, ce qu'ils acceptent avec joie. Avec une si bonne nouvelle, Kans suggère de célébrer cela en organisant une fête à leur retour en ville. En parlant de la ville, Yulichia rappelle à Kurt qu'il devrait faire évaluer ses capacités une fois de retour à l'agence. Elle a déjà pris des dispositions pour que quelqu'un l'évalue. Quelques heures plus tard, Kurt arrive à l'agence et rencontre Mimiko, qui se présente comme une magicienne de la cour royale. Elle explique qu'elle a beaucoup entendu parler de ses capacités remarquables et qu'elle est là spécifiquement pour évaluer ses compétences. Après avoir terminé l'évaluation, Mimiko informe Kurt que toutes ses compétences non liées au combat sont de rang B, mais elle mentait complètement. En réalité, chacune de ses capacités a été testée au triple rang S, et sa réserve de mana est supérieure à tout ce qu'elle a jamais rencontré. Elle est soulagée d'avoir été celle qui a mené l'évaluation, car si la vérité sur le véritable pouvoir de Kurt venait à être révélée, cela pourrait entraîner une catastrophe pour toute la nation. La situation est si grave qu'il devrait probablement éliminer immédiatement tous les témoins, ce qui pose un problème pour Kirchell, qui vient d'entendre toute la conversation. Le lendemain, le groupe se met rapidement en route pour la ville où l'atelier Atelier va être créé. Cependant, Yulichia n'a jamais mentionné qui serait le nouveau maître de l'atelier, et Kans est impatient de rencontrer cette personne. Yulichia ne peut pas non plus révéler la vérité, alors elle commence à inventer des excuses sur le champ. À ce stade, Sina a déjà compris que Yulichia n'avait pas emmené leur groupe par générosité, et comme elle a commencé à se comporter bizarrement lorsque Kans a évoqué le maître de l'atelier, Sina commence à avoir de sérieux soupçons. Alors qu'il s'approche de la ville, Kurt réalise soudainement qu'il s'agit du même endroit où il a autrefois réparé le mur, et comme il croit toujours que le margrave l'a renvoyé parce qu'il n'était pas un bon ouvrier, il se sent mal à l'aise à l'idée de revenir. Finalement, Yulichia emmène le groupe à l'endroit où est censé se trouver le nouvel atelier, mais le qualifier d'atelier n'a pas beaucoup de sens, car ce qu'ils voient en réalité n'est qu'un terrain vague. Kans fait remarquer qu'ils ne peuvent rien faire avec un simple terrain nu, et Yulichia en est parfaitement consciente. Elle leur dit donc qu'ils vont séjourner dans une auberge pendant que Kurt termine la construction de l'atelier. Elle lui demande s'il peut terminer le travail avant la fin de la journée, mais construire un atelier entier en une seule journée est tout à fait irréaliste. Même pour Kurt, qui pourrait probablement le construire en 3 jours. Yulichia lui assure qu'il peut prendre tout le temps nécessaire, car elle ne souhaite pas le presser. Et s'il a besoin de matériaux supplémentaires pour l'atelier, il ne doit pas hésiter à lui en faire part. Kurt, ravi, a déjà une liste d'articles en tête. Il les note donc et demande à Yulichia de les lui procurer. La liste comprend des éléments tels que de l'améthyste, du saphir et des plumes de griffon, ce qui amène Sina à se demander pourquoi Kurt aurait besoin de tels matériaux pour construire un atelier. Cependant, Yulichia sait qu'il ne faut pas douter de lui, alors elle lui assure simplement qu'elle fera de son mieux pour tout rassembler, même si cela prendra un certain temps, ce qui signifie qu'il devra attendre environ 2 jours. Et il s'avère que Kurt est tout à fait d'accord avec cela. Sina ne parvient toujours pas à se débarrasser du sentiment tenace que quelque chose ne va pas, et Yulichia commence à remarquer sa méfiance, même si tous deux font semblant que tout va bien pour le moment. Yulichia demande au groupe de se rendre immédiatement à l'auberge afin de permettre à Kurt de travailler sans être dérangé, mais avant leur départ, elle rappelle à Kurt de prendre des pauses et de bien manger, lui faisant promettre de revenir à l'auberge avant la tombée de la nuit. Pendant ce temps, après l'arrivée des autres à l'auberge, Yulichia les rassemble pour leur faire part d'une nouvelle importante. Jusqu'à présent, Kans et Danzo ont cru que Kurt était un individu ordinaire, mais Yulichia sait qu'elle ne peut pas cacher la vérité indéfiniment, d'autant plus que Sina a déjà été témoin de certaines des capacités extraordinaires de Kurt. Sina presse Yulichia de clarifier qui est vraiment Kurt, mais Yulichia insiste d'abord pour se présenter officiellement. Elle brandit l'emblème de la famille royale et explique qu'elle est une aventurière qui a autrefois travaillé pour eux et que la jeune fille assise en face d'eux est en réalité Lise, la 3e princesse du royaume. Tous 3 sont stupéfaits par cette révélation et Kans estime qu'il devrait se lever et la saluer comme il se doit, mais Lise lui dit que ce n'est pas nécessaire, qu'elle garde actuellement son identité secrète et leur demande de continuer à la traiter comme une fille normale. Comme Lise est la 3e princesse, Sina se demande si cela signifie que Kurt est également de sang royal, mais Yulichia précise qu'il ne fait pas partie de la noblesse. En réalité, Yulichia n'a toujours aucune idée des origines de Kurt, mais ce qu'elle sait, c'est que toutes ses compétences liées au combat sont de rang G, tandis que toutes ses autres compétences sont de rang triple S.
Les trois restent sans voix après avoir entendu cela, car les compétences de rang triple S sont presque considérées comme mythiques. Mais étant donné les capacités de Kurt, cela semble logique. Yulichia explique que le niveau réel de Kurt est classé secret pour l'instant, donc personne n'est autorisé à en parler ouvertement. Même Kurt lui-même ne connaît pas la vérité. Yulichia et Mimiko l'ont trompé en lui faisant croire qu'il n'était que de rang B. Cependant, en réalité, Kurt est celui qui deviendra le nouveau maître de l'atelier. Mais Yulichia n'a pas l'intention de le lui révéler de sitôt. Sina se lève dans un accès de colère et crie sur Yulichia. Incapable de comprendre pourquoi elle tromperait Kurt de cette manière, Yulichia répond que Kurt ne la croirait probablement pas, même si elle lui révélait la vérité. Elle tente de défendre ses actions, affirmant qu'elle essaie seulement de protéger Kurt. Car si ses compétences venaient à être connues par les mauvaises personnes, celles-ci pourraient profiter de lui. Pourtant, du point de vue de Sina, c'est Yulichia qui exploite actuellement Kurt. Yulichia ne répond pas, elle reste simplement silencieuse. Pendant ce temps, Sina regarde Kans, ne voulant clairement pas prendre part à cette situation chaotique. Après une courte pause, Danzo demande un peu plus de contexte, alors Lise explique qu'il y a quelques jours à peine, Kurt a réussi à lever une malédiction mortelle qui avait été jetée sur elle, et il l'a fait en n'utilisant rien de plus qu'un bol de porridge. À l'heure actuelle, quelqu'un en veut à la vie de Lise, ce qui est la véritable raison pour laquelle tout ce stratagème autour du maître de l'atelier a été mis en place. L'objectif est d'attirer les assassins et de découvrir qui est derrière tout cela. Mais une fois de plus, Kurt n'est absolument pas au courant de tout cela. Bien qu'il puisse sembler égoïste d'impliquer Kurt dans leur plan à son insu, Lise et Yulichia se soucient sincèrement de lui et ne souhaiteraient jamais qu'il lui arrive du mal. Lise leur demande s'ils seraient prêts à garder ce secret et à collaborer avec elle pour garantir la protection de Kurt. Danzo fait remarquer qu'en tant qu'aventuriers, ils ne sont pas tenus de suivre les ordres d'un membre de la famille royale. Mais comme Kurt est leur ami, ils feront tout leur possible pour assurer sa sécurité. Kans partage le même sentiment. Lise est soulagée de les voir adhérer à leur plan. Cependant, Sina trouve leur dévouement excessif, étant donné qu'ils ne connaissent alors Kurt que depuis 2 jours. Yulichia comprend le point de vue de Sina, car même si elle parle de Kurt comme s'ils se connaissaient depuis toujours, en réalité, elle ne l'a rencontré qu'il y a 6 jours, et elle a encore du mal à comprendre tout ce qu'elle l'a vu faire en si peu de temps. Sina dit qu'elle a besoin de se promener pour se vider la tête avant de prendre une décision, et pendant qu'elle est dehors, elle finit par se diriger vers le chantier de Kurt, pensant qu'il mérite de connaître la vérité sur sa véritable puissance. Mais à sa grande surprise, en seulement quelques heures depuis leur départ, Kurt a déjà réussi à terminer la construction des fondations de l'atelier. Elle lui demande s'il a vraiment fait tout cela tout seul, et Kurt confirme que oui. Il pense que ce niveau de travail est normal, d'autant plus que Yulichia lui a dit qu'il était de rang B. Mais il est impossible qu'un ouvrier de rang B ait pu accomplir une telle tâche. À ce stade, Kurt ne comprend plus rien au système de classement. D'autant plus que construire une douzaine de maisons en une seule journée était assez courant pour les habitants de son village. Du point de vue de Kurt, il travaille donc beaucoup plus lentement qu'il ne le devrait. Sina est toujours mal à l'aise à l'idée que Yulichia compte sur Kurt pour construire l'atelier, alors elle décide de lui demander s'il est gêné d'avoir autant de travail. Mais Kurt répond qu'il n'a aucune raison d'être contrarié, car il aime sincèrement faire ce genre de choses. Lorsqu'il était membre du groupe des héros, il le traitait constamment d'inutile, et on finit par l'expulser. Mais ici, les gens reconnaissent d'abord sa valeur, et pour lui, c'est déjà plus qu'il n'aurait jamais pu espérer. Pendant ce temps, Danzo attend sur la place du village pour une réunion cruciale avec un informateur, qui se trouve être Bandana. Rappelons que le groupe de Danzo n'a recruté Kurt que parce que leur porteur était tombé malade. Il s'avère que le porteur, Bibinok, était en réalité un espion infiltré dans le groupe de Danzo dans le but exprès de le saboter de l'intérieur. Apparemment, il avait été recruté par un groupe d'aventuriers rivaux jaloux du succès du groupe de Danzo. Elle avait déjà localisé Bibinoke et lui avait donné des instructions précises sur l'endroit où le trouver, laissant Danzo libre d'utiliser ces informations comme il le souhaitait. Danzo la récompense alors pour son excellent travail et le soir même, il se rend dans une taverne. Assis à l'une des tables se trouve un homme chauve, silencieux et pensif. En partie parce que la serveuse lui a lancé un regard de pur dégoût lorsqu'il a tenté de la toucher, et en partie parce que son plan visant à éliminer le groupe de Danzo s'est soldé par un échec total. Mais Bibinoke a déjà un autre plan en tête. Il a appris que le groupe de Danzo est impliqué dans un atelier lié à la 3e princesse, ce qui signifie que les prendre pour cible maintenant pourrait être extrêmement profitable. À ce moment-là, Danzo prend la parole et lui demande froidement s'il savoure son dernier verre. Dès que Bibinoke reconnaît la voix de Danzo, il panique et s'enfuit dans une tentative désespérée de s'échapper. Bibinoke se précipite dans la ruelle, mais il trébuche soudainement sur un fil habilement placé et s'écroule au sol, tandis que Danzo s'approche d'un pas calme et régulier. Au début, Danzo avait ignoré le comportement étrange de Bibinoke lorsqu'il s'était fait porter malade pour ce travail dans la mine, mais il est désormais évident
évident pour lui que tout cela faisait partie d'un piège. Bibinoke tente de faire semblant de ne pas comprendre, prétendant ne pas savoir de quoi Danzo l'accuse, mais il est bien trop tard pour cela. Danzo dégainera son épée et la brandira vers le cou de Bibinoke, mais il se retiendra au dernier moment et choisira de lui laisser la vie sauve. Il préfère ne pas se salir les mains avec du sang, alors il avertit Bibinoke de rester loin de lui et de ses amis. Sinon, la prochaine fois, il ne sera pas aussi clément. Danzo s'éloigne alors, et derrière un coin, on voit Bandana observer toute la scène. Elle est déçue que Danzo n'ait pas achevé Bibinoke, car il risque de poser problème à l'avenir, et elle va donc devoir s'en charger elle-même. Cependant, avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, deux hommes encapuchonnés apparaissent soudainement et emmènent Bibinoke. Bandana les reconnaît comme étant des membres de l'escouade fantôme qui opère directement sous les ordres de Mimiko. Elle se demande pourquoi un mage de la cour royale serait impliqué dans une affaire comme celle-ci, mais elle reçoit alors une lettre de son corbeau messager, lui remettant une lettre cruciale. Elle provient de son supérieur et lui demande de ne pas trop s'immiscer dans cette affaire, car elle relève de la compétence de Marlefils. Une fois de plus, Bandana est déçue, mais elle a reçu l'ordre formel de ne pas s'immiscer dans les affaires de Marlefils. Comme elle n'a plus rien à faire ici, il est temps pour elle de retourner dans la ville natale de Kurt. En parlant de Marlefils, sa situation est désastreuse, car elle a été capturée et est maintenant piégée dans un cercle magique. Pendant ce temps, de retour en ville, Danzo et Kan se réveillant le lendemain matin et sont complètement stupéfaits par l'atelier que Kurt a construit. Non seulement cela, mais il a aussi trouvé le temps de planter des arbres et des haies, et il se demande comment il a bien pu faire pousser de la végétation aussi rapidement. Mais tandis que les autres sont stupéfaits, Lise est occupée à fantasmer sur son mariage avec Kurt, et sur le fait de vivre ici avec lui pour le reste de sa vie. À ce moment-là, Kurt sort pour saluer tout le monde et les invite à entrer. Il leur fait visiter la maison, y compris l'entrée principale, les 2 étages du sous-sol, et le système de purification de l'eau qu'il a créé à l'aide de gemmes magiques. Il a même construit des chambres pour tout le monde, ainsi qu'une chambre spéciale réservée au maître de l'atelier. Mais à ce propos, Yulichia n'a toujours pas révélé qui est censé être le maître de l'atelier. Elle n'est pas prête à dire à Kurt qu'il est en fait celui qui est destiné à remplir ce rôle, alors elle invente une excuse selon laquelle le maître est trop occupé pour le moment, puis essaie rapidement de changer de sujet en demandant à Kurt quelle est sa chambre. Mais Kurt a une si faible estime de lui-même qu'il pense ne pas mériter de chambre, car il n'est bon qu'à faire des corvées. Il avait l'intention de dormir dans un placard à balai, mais tout le monde s'y oppose immédiatement. Ils disent en et à Kurt d'utiliser la chambre qu'il a construite pour le maître de l'atelier, car personne ne l'utilise pour le moment, mais il leur faut 2 heures pour le convaincre d'accepter. D'autre part, Yulichia demande à Kurt s'il est capable de mettre en place une barrière autour de la maison pour éloigner les malédictions, mais comme Kurt n'a jamais essayé la magie de barrière auparavant, il n'est pas sûr de pouvoir y parvenir. Compte tenu de cela, Yulichia décide qu'elle devra compter sur les sorts de barrière que Mimiko a préparés plus tôt, et elle finit par passer toute la nuit à les placer autour de la maison. Le dernier seau doit être placé directement devant la chambre de Lise, alors Yulichia s'y rend pour l'accrocher. Mais lorsque Lise entend des pas devant sa porte, elle pense que Kurt essaie de se faufiler dans sa chambre, alors elle se précipite pour l'accueillir à bras ouverts. Mais lorsqu'elle voit Yulichia, elle est très déçue car elle avait hâte de passer la nuit dans le lit avec Kurt. Yulichia lui dit d'arrêter de penser à des choses étranges et avertit Lise de ne pas exploiter la naïveté de Kurt. Car vu à quel point il est désireux de se rendre utile, si elle lui demandait de dormir avec elle, il accepterait probablement. Le lendemain matin, Kurt est occupé à préparer le petit déjeuner pour tout le monde lorsque Lise sort vêtue uniquement d'un tablier. Yulichia la gronde pour avoir tenté de corrompre Kurt, mais Lise répond que ce n'est pas grave puisqu'elle porte des vêtements en dessous. Quoi qu'il en soit, une fois le repas prêt, tout le monde se rassemble autour de la table et finit par adorer la nourriture préparée par Kurt. En parlant de Kurt, Yulichia demande pourquoi il n'est pas avec eux. Lise se souvient que Kurt avait mentionné qu'il voulait nettoyer parce que quelqu'un avait griffonné des graffitis sur les murs du manoir. Yulichia soupçonne immédiatement qu'il faisait référence aux sorts de barrière qu'elle avait placés. Normalement, effacer des sorts de barrière avec un simple chiffon devrait être impossible, mais comme il s'agit de Kurt, Yulichia se dépêche d'intervenir. Malheureusement, elle arrive trop tard, car Kurt a déjà effacé tous les sorts de barrière. Il croit toujours qu'il s'agissait de simples graffitis, ignorant la tentative d'assassinat par malédiction contre Lise, car Yulichia ne lui en a jamais parlé. Maintenant que Lise est à nouveau exposée aux malédictions, et que Mimiko n'est plus là pour créer de nouveaux sorts de protection, Yulichia ne sait plus quoi faire. Pendant ce temps, l'évêque de l'église convoque Marlefils, et dès qu'il la rencontre, l'informe immédiatement qu'elle est excommuniée. Choqué, Marlefils exige de connaître la raison de cette décision. L'évêque lui explique alors qu'il existe des preuves substantielles, ainsi que de nombreuses plaintes, suggérant que le parti du Dragon Flamme est violent et destructeur.
En fait, l'évêque a récemment appris que Golnova est désormais une criminelle recherchée. Pour cette raison, l'Église ne souhaite plus avoir aucun lien avec Marle-Fils. Marle-Fils tente de faire appel de cette décision, arguant qu'elle n'a personnellement rien fait de mal. À part cette fois où elle a dû utiliser sa magie de la foudre dans un restaurant de la capitale royale, mais c'était purement pour se défendre, car elle n'était pas satisfaite de la nourriture servie. Honnêtement, le serveur méritait totalement d'être électrocuté pour lui donner une leçon. Cette excuse n'est pas suffisante, mais le évêque n'est pas non plus un saint. Il dit donc à Marle-Fils qu'il est prêt à fermer les yeux sur ses petits péchés, et qu'il pourrait même lui accorder le rang de prêtre si elle accepte de faire une chose pour lui. Dès que Marle-Fils entend parler de la possibilité de devenir prêtre, ses yeux s'illuminent d'excitation. Elle est tout à fait prête à faire tout ce que l'évêque lui demande. Tout d'abord, il lui verse un verre de vin et lui ordonne de le boire. Mais ensuite, les choses prennent une tournure radicalement différente de ce qu'elle avait prévu. Au lieu d'une tâche simple, l'évêque veut qu'elle l'aide à assassiner la troisième princesse du royaume. Normalement, Marle-Fils n'accepterait jamais une telle chose. Cependant, le vin qu'elle vient de boire est maudit. À moins qu'elle n'accepte d'assassiner la princesse, elle est condamnée à mourir dans d'atroces souffrances dans un délai d'1 mois. N'ayant pas d'autre choix, elle jure d'aider l'évêque dans son projet. Et ce projet consiste à piéger Marle-Fils dans un cercle magique avec un démon rôdant à proximité. Pendant ce temps, tout reste relativement normal dans le manoir de Kurt. Pour l'instant, tout le monde savoure un délicieux petit déjeuner. Et pour une raison inconnue, Lise n'a pas été victime de nouvelles malédictions, même si Kurt a supprimé toutes les protections contre les malédictions. Jusqu'à présent, Yulichia n'a pas réussi à comprendre pourquoi. Néanmoins, comme ils ont rapidement accès à la cuisine magique de Kurt, cela devrait suffire à contrer toute malédiction qui pourrait viser Lise. Quoi qu'il en soit, il semble qu'elle n'ait plus à s'inquiéter pour la sécurité de Lise, d'autant plus que Mimiko est enfin arrivée en ville. Avec l'aide d'Ophélia, elles ont mis en place un réseau d'informations destiné à traquer toute personne qui tenterait de nuire à Lise. Lise remarque que le gâteau que Kurt a préparé aujourd'hui a quelque chose d'unique. Kurt lui explique alors qu'il a utilisé de la farine de riz à la place de la farine traditionnelle. Lise adore le goût, car il lui rappelle le porridge de riz que Kurt lui avait préparé lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Elle demande donc à Kurt s'il pourrait lui en refaire si jamais elle était victime d'une malédiction. Kurt lui répond qu'il serait heureux de lui préparer autant de bouillie de riz qu'elle le souhaite, mais que Lise ne doit pas s'inquiéter d'être à nouveau maudite. En entendant cela, Yulichia est surprise et demande à Kurt comment il peut en être si sûr, d'autant plus qu'il a mentionné auparavant qu'il ne pouvait pas créer de barrière anti-malédiction. Kurt explique qu'il n'est pas en mesure de mettre en place des barrières à l'intérieur de la maison, mais que c'est simplement parce que le manoir lui-même sert déjà de barrière contre les malédictions. Cela signifie que toute magie liée aux malédictions sera automatiquement reflétée, bien que Kurt y ait apporté quelques modifications. Il se trouve que les assassins qui ciblent Lise viennent de décider de lui jeter une autre malédiction. Le mage entame le rituel pour lancer sa malédiction la plus puissante. Cependant, au lieu de fonctionner comme prévu, la malédiction se dissipe et le mage se retrouve maudit, subissant un flash aveuglant constant au visage. Kurt a mis en place la barrière pour éviter de tuer involontairement quelqu'un avec une malédiction réfléchie, même si cette personne le méritait probablement. Et cela s'est avéré être un choix bien supérieur. Yulichia est une fois de plus impressionnée par les compétences de Kurt. Elle se sent soulagée de savoir que Kurt protège Lise et veille à sa sécurité. Cependant, elle doit vraiment se dépêcher de rentrer pour Ophélia et Mimiko, afin qu'ils puissent aller commencer à rechercher toute personne émettant une lueur. Comme Yulichia va s'absenter pendant un certain temps, Kurt s'approche de Lise et lui demande avec désinvolture si elle souhaite l'accompagner faire quelques courses. Lise est surprise que Kurt lui propose en quelque sorte un rendez-vous, mais il pensait simplement que ce serait agréable de se promener ensemble dans la ville, d'autant plus que Lise n'a même pas encore quitté le manoir. Elle apprécie le geste, mais compte tenu de la situation actuelle, elle explique qu'elle ne peut absolument pas sortir. Pendant ce temps, sur les remparts de la ville, le général Alraid et son bras droit, Générique, sont inquiets car le brouillard à l'extérieur des murs ne cesse de s'épaissir, ce qui ne peut signifier qu'une chose, une attaque de monstres est en route vers la ville. Cependant, ils n'ont probablement pas à s'inquiéter outre mesure, car les murs ont été entièrement restaurés et leur armée est prête à se battre à tout moment. Au même moment, Yulichia, Mimiko et Ophélia viennent de localiser le mage lumineux, pour découvrir qu'il a été tué par ses propres alliés, car l'emmener avec eux aurait risqué d'attirer trop l'attention. Malgré tout, Yulichia est surprise de voir que la malédiction lumineuse créée par Kurt est toujours active, même si l'homme est mort. Et s'il peut produire quelque chose comme ça avec si peu de préparation, Ophélia suggère qu'il pourrait tout aussi bien avouer la vérité à Kurt et lui demander son aide. Après tout, avec son aide, retrouver les assassins serait probablement beaucoup plus rapide. Cependant, Yulichia insiste pour ne pas impliquer Kurt dans cette affaire, même si, en réalité, elle l'a déjà profondément impliqué. À ce moment précis, le son des cloches d'alarme résonne dans toute la ville, alors que les monstres lancent leur assaut. Le général Alraid ordonne immédiatement à ses soldats de
lancer des sorts de lumière afin d'éclairer le champ de bataille et de pouvoir enfin voir les créatures contre lesquelles ils se battent. À sa grande consternation, il aperçoit une énorme horde de squelettes qui avance vers les murs. Ces hommes n'ont aucune chance de repousser un nombre aussi important d'ennemis. Il ordonne donc à un groupe de soldats de rester avec lui pour repousser les squelettes, même si cela signifie sacrifier leur vie. Pendant ce temps, les autres doivent donner la priorité à l'évacuation d'autant de citoyens que possible. Alraid était prêt à donner sa vie pour son peuple. Mais à sa grande surprise, alors que les squelettes approchèrent du mur, ils ont tous commencé à disparaître. Alraid est perplexe face à ce qui se passe. Puis il se souvient que cette partie du mur a été restaurée par Kurt, et il pense que Kurt a dû jouer un rôle dans tout cela. Toute l'armée de squelettes finit par disparaître. Nous revenons ensuite à Marle-Fils, toujours confiné dans un cercle magique. L'évêque avait conclu un pacte avec ce redoutable démon pour assassiner la princesse. Le démon avancé draine maintenant de force l'énergie magique de Marle-Fils comme source d'énergie pour invoquer des monstres. Comme la première vague a déjà été vaincue, le démon a l'intention de continuer à invoquer des squelettes jusqu'à ce que le mana et la force vitale de Marle-Fils soient entièrement épuisés. Dans la ville, Kurt vient d'apprendre l'assaut des monstres et demande à Yulichia s'ils vont s'en sortir. Yulichia explique que les monstres encerclent actuellement la ville sur tous les fronts et que, bien que les chevaliers s'efforcent d'élaborer un plan de contre-attaque, leurs options sont limitées dans la situation actuelle. La seule raison pour laquelle la ville reste intacte est qu'une partie importante des squelettes a été purifiée dès qu'ils ont atteint les murs. Kurt explique qu'il a imprégné les murs d'enchantement lors de leur réparation, précisant que de telles pratiques qu'était Cartatis était courante dans son village. Il est surpris que les gens ici n'aient pas enchanté leurs murs. Cela dit, Kurt n'a réussi à enchanter que 2 des 4 murs de la ville. Si les squelettes ciblent les murs non enchantés, ils les franchiront probablement rapidement. Lise, réfléchissant judicieusement, demande à Kurt s'il pourrait créer une arme capable d'éliminer tous les squelettes. Kurt réfléchit à cette idée. Cependant, avant qu'il ne puisse répondre, Yulichia intervient, déclarant qu'elle doit s'absenter un moment. Avant de partir, elle rappelle à Kurt et Lise qu'il leur est strictement interdit de quitter le manoir, quelles que soient les circonstances. Lise ne s'en soucie pas du tout, elle est même ravie, car cela lui donne l'occasion de passer un peu de temps seule avec Kurt. Pendant ce temps, Yulichia se rend dans la réserve et récupère une boîte remplie de cristaux magiques, tous fabriqués par Kurt. Désormais armés de leur atout caché, Yulichia, Ophelia et Mimiko partent à la recherche du général Alraid pour lui présenter leur stratégie. Alraid reconnaît Yulichia, après tout, ils sont amis de longue date, mais il est surpris de la trouver dans sa ville. Yulichia lui explique sa stratégie pour arrêter la horde de squelettes. Comme les morts vivants semblent émerger de ruines voisines, elle a l'intention de s'infiltrer parmi eux et de couper leur source d'énergie. Mais pour y parvenir, elle a besoin qu'Alraid et ses soldats servent de diversion, éloignant les squelettes afin qu'elle puisse se glisser dans les ruines sans être détectée. Alraid estime que ce plan est beaucoup trop dangereux pour qu'il l'approuve. Cependant, Yulichia le rassure sur son succès, notamment parce qu'elle possède une arme secrète. Elle lui montre l'un des cristaux magiques Tomada fabriqués par Kurt, expliquant qu'il contient suffisamment de pouvoir pour purifier tout un donjon. Il devrait donc être plus que capable de démolir les ruines et d'arrêter la horde de squelettes. Comme Yulichia est si déterminée, Alraid accepte de l'aider, mais seulement si elle le laisse l'accompagner dans sa mission. Yulichia reconnaît la force et les capacités d'Alraid, mais elle se demande tout de même s'il est vraiment sûr de vouloir se joindre à elle, compte tenu du danger extrême qui les attend. Cependant, Alraid reste ferme, car protéger la ville est sa responsabilité, et il ne se dérobera pas à ce devoir. De plus, en son absence, le vice-général générique peut diriger les troupes, et pendant que les soldats détournent l'attention des monstres, Mimiko et Ophelia resteront derrière pour aider à défendre la ville contre toute menace supplémentaire. Pendant ce temps, au manoir, Kurt vient de terminer ses tâches de jardinage lorsqu'il commence à réfléchir à la remarque faite plus tôt par Lise au sujet de la fabrication d'une arme. Il se rend à la forge qu'il a construite et se met au travail. Dans son village, les forgerons pouvaient non facilement forger des armes remarquables. Bien que Kurt manque encore de confiance en ses propres capacités, il est déterminé à aider ses amis. Il s'engage donc à faire tout son possible pour créer une arme de qualité. Au même moment, Yulichia et Alraid s'apprêtent à partir, mais une horde de monstres bloque la sortie. Elle sort alors l'un des cristaux magiques et se prépare à l'utiliser. Elle avertit tous les soldats de fermer les yeux, et dès que le cristal touche les monstres, un flash aveuglant les anéantit tous. Yulichia connaissait le pouvoir des cristaux de Kurt, mais elle n'avait jamais réalisé qu'il pouvait purifier un si grand nombre de monstres simultanément. Quoi qu'il en soit, cela joue en leur faveur, et les soldats partent affronter la prochaine vague de monstres tandis que Yulichia et Alraid se dirigent vers les ruines. De retour au manoir, Kurt vient de terminer la forge de la lame, mais après avoir apporté les dernières touches,
ses doutes commencent à le ronger. On lui a dit que ses compétences de forgeron n'étaient nées que de niveau B, il ne croit donc pas qu'une épée fabriquée par lui puisse être assez bonne pour combattre des monstres. Peu après, Lise vient voir Kurt pour lui demander ce qu'il aimerait manger pour le dîner, mais son attention est rapidement attirée par l'épée qu'il tient dans ses mains, qu'elle trouve magnifique. Kurt, remarquant son admiration, lui propose de la garder si elle l'aime tant. Cependant, il la met en garde de la manipuler avec précaution, car il y a insufflé une puissante magie. Lise remercie Kurt pour son cadeau. Mais même si Kurt n'a pas conscience de ses propres compétences, il sait reconnaître un sourire forcé. Il est évident que quelque chose tracasse Lise, et il mentirait s'il disait qu'il ne l'avait pas remarqué auparavant. Il demande donc à Lise si quelqu'un la menace. Elle est étonnée que Kurt ait deviné, mais elle reconnaît sa perspicacité et exprime ses regrets pour tous les ennuis qu'elle a causés. Kurt la rassure en lui disant qu'elle n'a pas besoin de s'excuser, mais Lise éprouve un profond remords, sachant que ses actions mettent tout le monde en danger. En effet, à ce moment même, Yulichia est dehors, risquant sa vie pour Lise. Kurt a peut-être déduit que quelqu'un poursuivait Lise, mais il ignore toujours qu'elle est une princesse et que sa protection est cruciale pour le royaume. Tout ce qu'il comprend, c'est que Yulichia est partie régler un problème dans les ruines voisines, et il se souvient d'une fois où Golnova avait recouvert ses ruines de graffiti. Il suppose donc que Yulichia est en train d'affronter un criminel qui traque Lise. Son hypothèse ne pourrait être plus erronée, mais une chose reste vraie, Yulichia risque tout pour protéger Lise. Pendant ce temps, Kurt se sent complètement impuissant, conscient que ses piètres compétences au combat le rendent inutile dans une véritable bataille. La frustration le ronge, alors que tout ce qu'il souhaite, c'est protéger les personnes qui lui sont chères. Lise partage ce sentiment, car elle n'aime pas que les autres se mettent en danger pour elle. Elle préférerait de loin se battre et se défendre elle-même si elle en était capable. Comme elle en a parlé, Kurt lui propose de partir tous les deux à la recherche du coupable. Lise est d'accord avec cette idée, mais elle se demande comment ils vont réussir à quitter la ville, étant donné qu'elle est entièrement encerclée par des monstres pour le moment. Kurt la rassure, en lui disant qu'il a déjà élaboré le plan parfait pour leur fuite. Pendant ce temps, loin sur le champ de bataille, Yulichia ressent un frisson dans sa poitrine, sentant qu'il va arriver quelque chose de terrible à Kurt. Regardez la vidéo suivante à l'écran et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.